Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année, que 2026 se soit faite de plaisir, de bonheur, etc., plein de bonnes choses, la santé, tout ça, vous connaissez, je vais pas tout vous faire. Moi en tout cas, si je n'ai pas reçu les cadeaux que j'avais demandés au Papa Noël lors de mon dernier édito, je suis forcé d'admettre que j'ai été agréablement surpris en ouvrant mes paquets, vraiment, encore un grand merci à mes proches, je vous aime. Bon, ton cadeau à toi Guillaume, je sais que je l'aurai en septembre, mais t'en fais pas, je ne t'en tiens pas à rigueur. C'est moche de me jeter sous le bus comme ça. Je suis bien conscient que notre relation fraternelle n'est devenue que professionnelle avec 2025 et l'essor de notre podcast, donc sans rancune. Bref, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêts à passer cette année à nos côtés parce que nous, oui, et on est même très heureux de se retrouver pour cet épisode. Surtout moi, parce que j'en ai gros sur la patate. La faute à un mois de décembre très compliqué en termes de visionnage. Laissez-moi vous annoncer la couleur avec un mot qui résume mon état d'esprit, déception. Prenez The Walking Dead. Petite fierté, parce que j'ai réussi à mater l'entièreté des 11 saisons en un mois. Mais alors, la fin de série, mais quelle déception. Pourtant, j'attendais à rien, je n'en attendais rien, vraiment. Mais quand même, quel dommage. Finir la série de manière si mercantile en ne faisant qu'annoncer les multiples spin-offs à venir. Plus qu'une déception, une trahison. J'entends déjà mon pote Ghislain rire aux éclats en me disant que j'aurais eu mieux fait de mater Pluribus au lieu de m'infliger pareil foutage de gueule, mais passons. Si je le dis ici, c'est parce que je sais qu'on ne fera jamais d'épisode dessus, et surtout parce que c'est mon édito et je fais ce que je veux. Mais aussi parce que ça annonce la couleur donc de mon ressenti sur notre film du jour, Avatar de feu et de cendres. Et oui, je l'avoue devant vous, enfin devant toi Guillaume et dans vos oreilles pour vous, j'ai été déçu. Mais avant d'en parler un peu plus en détail, je suis obligé de vous parler de mon rapport à cette saga parce que je reviens de loin. Sachez que j'ai fait partie des rares détracteurs du premier film, pire, je le pourrissais sans l'avoir vu. Et non, j'ai pas été de ceux subjugués par l'expérience incroyable qu'offrait le premier film de la trilogie. Et non, moi j'ai vu Avatar en qualité screener, des mois après sa sortie. Vous-même vous savez les trentenaires, ces films piratés, filmés dans la salle de cinéma avec une image et un son qui vous ferait passer le 360p de YouTube pour de la 4K. Mais si, souvenez-vous, ces films qu'on mettait sur le PC où on voyait l'ombre d'un spectateur se levant pour aller pisser en plein milieu alors qu'on regardait le film à la maison, mais quel enfer! Donc du coup, non, pas de 3D extraordinaire pour moi, pour Avatar premier du nom, non, juste un film moche dont je n'ai pas su profiter, ou pu profiter peut-être. Un Pocahontas chez les Schtroumpfs, oui, j'en étais là, parce que tout le monde portait le film au nu. Mais moi, je ne voulais pas suivre la masse, non, je vaux mieux que ça, évidemment. Et puis, 13 ans plus tard, La Voix de l'eau est arrivée. Et là, j'ai fait un effort. J'ai revu le premier film pour préparer mon visionnage du deuxième. En bonne qualité s'il vous plaît. Et quelle ne fut pas ma surprise, ce film fonctionne en fait. Il est beau, un univers riche, des thèmes fondamentaux et universels, le tout servi par le sens du spectacle d'un James Cameron toujours au top. Mais comment j'avais pu passer à côté de ça ? Alors pour sa suite, La Voix de l'eau donc, j'étais prêt. Séance Dolby Cinéma HFR 3D pâté Beaugrenelle, allez on met toutes les chances de son côté pour ce second volet. Et quelle séance incroyable. Là j'ai compris, là j'ai dit oui, là j'ai aimé. Le photoréalisme, le jeu des acteurs, la paternité, l'écologie, l'action, la musique, le spectacle, le plaisir quoi. Ah, vraiment, j'avais pas vu les 3 heures passer. Alors autant vous dire que pour De feu et de cendres, j'étais hypé. Ah ouais, Avatar 3e du nom. Enfin, 3e du nom. Avatar 2.0, hein, parce que du feu on en aura vu, ok, mais alors il s'est vite éteint quoi, ne laissant effectivement qu'un goût de cendre dans ma bouche. Une déception immense, et dans le film et dans mon cœur. Je vous jure, je nourrissais pourtant tant d'espoir pour cette suite, et j'avais si hâte de la découvrir en salle. En plus, grâce à la dulcinée de notre cher Guillaume, j'ai pu voir le film le jour de sa sortie. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas de super place, hein, mais c'est encore un sujet de Discord et je ne voudrais pas créer de problème dans leur couple dégueulasse. en ravivant les braises de la Discord, donc je ne dis rien. Surtout que je me suis quand même un peu incrusté à leur séance. Mais aussi parce que Léa a de bien meilleurs goûts que Guillaume en matière de film, puisqu'elle est capable d'apprécier un film de Noël avec Jim Carrey. Elle. Allez. Bref, après ce premier visionnage, j'ai quand même revu le film une seconde fois et mes premières impressions se sont hélas confirmées. Si le film reste un spectacle tout du long, tout ce que les détracteurs de la saga Avatar reprochent au film qui la compose se fait sentir ici. Bien sûr, tout n'est pas à jeter, loin de là, et le film arrive à rester bien au-dessus de la masse de blockbusters du genre. De toute façon, j'aurai l'occasion de revenir tout au long de l'épisode sur ce qui m'a déplu, mais vraiment, quel dommage. J'attendais beaucoup plus de toi, James. Enfin, étant donné que je ne connais toujours pas l'avis de Guillaume sur le film et qu'il me tarde de commencer quand même, vous connaissez la suite, générique. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries?
suis là. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonne année. Bonne année mon petit, comment vas-tu ? Ben, ça va très bien, on a passé de très belles fêtes, ça fait du bien. Eh oui. On est un peu fatigué de la rentrée déjà, mais... Ça fait quoi, 3 jours avec la neige, donc c'est bon. Non, mais écoute, ça va très bien, très content de revenir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, en vrai. En fait, on a tellement donné sur 2025, sur la rentrée de septembre, que du coup, on a l'impression que, en fait, on enregistrait toutes les semaines. Mais oui, c'est un peu ça. le cas, et on avait pris un peu d'avance pour les derniers épisodes de l'année, donc ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas enregistré. Putain, oui. Donc voilà, mais très très content de revenir avec vous, de vous retrouver. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et évidemment, on vous souhaite une très belle année 2026. C'est ça, tout à fait. Tu as bien répété tout ce que j'ai dit dans mon édito. C'est bien. C'est bien. Non, il faudrait quand même qu'un jour je le filme pendant le générique parce que vous le voyez pas, mais il imite toutes les voix qu'il y a dans le générique alors que ça fait 36 épisodes, quoi. Donc il le fait à chaque fois et ça me fait toujours autant rire. Et ça, c'est beau parce qu'il aurait pu dire ça devient lourd, mais non, ça le fait quand même rire. Je ris à chaque fois. Ça, c'est beau. Il rit. Et je ris. Donc, écoutez, on va commencer l'introduction de cet épisode, finalement, de ce film. Donc, Avatar de feu et de cendre. Avatar Fire and Ash, parce que Ashes, non. C'est pas au pluriel dans la VO. Et Avatar Feu et cendre en québécois. Oui, voilà. On a fait plus simple. Pourquoi rajouter 2 et 2 ? Ça n'a aucun sens. Aucun intérêt. Donc un film réalisé par James Cameron. Bon, on va quand même vous faire l'affront de rappeler quelques-uns de ses plus grands succès. Donc Terminator 1 et 2, Aliens, Titanic, Abyss, True Lies, Avatar 1, Avatar 2, Avatar 3, du coup. Et dont le prochain projet n'est finalement pas Avatar 4 et 5, non. Mais si j'en crois Wikipédia, le concert en 3D de Billie Eilish. Voilà, je voulais le placer parce que vraiment ça m'a surpris. Mais admettons, pourquoi pas. Le film, à la musique, on retrouve Simon Franglen, un proche collaborateur de James Horner, dont on a parlé dans l'épisode du Grinch, avec lequel il a travaillé sur pas moins de 9 films, dont Titanic et Avatar, premier du nom. Okay. Donc on compte également Alan Silvestri parmi ses amis. Notre cher Simon Franglen. Silvestri, donc c'est le compositeur plus ou moins attitré des films de Robert Zemeckis. Eh ben bien sûr, voilà. Notamment de Forrest Gump. Bah du coup. Oui, et de Here. Allez voir Here. C'est pour ça, tu vois, j'ai laissé un peu de blanc. Je voulais que t'en parles. Je savais. Mon coup de cœur de 2025, c'est Here. Voilà. Je vous recommande d'aller voir ce film qui n'a pas du tout marché, mais qui non, puisque Guillaume est le seul spectateur à été voir le film et à avoir acheté le Blu-ray le jour 1 de la sortie. Le mec est fan. C'est un très bon film, allez le voir. Il a également beaucoup travaillé avec Howard Shore. C'est un de ceux avec lequel il a le plus collaboré, notamment sur Seven. Alors je dis collaborer puisqu'il faudra attendre 2016 pour qu'il soit le seul et unique compositeur des films sur lesquels il bosse. En réalité, il était arrangeur, synthétiseur, producteur. D'accord. Même co-compositeur, notamment avec James Horner, je crois que c'était sur les 7 mercenaires ou quelque chose comme ça, je sais plus le nom du film. Et donc il a évidemment fait la BO du précédent Avatar, donc La Voix de l'eau. On a un budget estimé pour ce film qui est entre 350 et 400 millions. Et pour le moment, donc on est quoi, 2-3 semaines après la sortie du film, il a dépassé le milliard, on est à 1 milliard 100 millions à peu près d'entrées. Donc, et il a dépassé les 5 millions d'entrées en France. Les 5 millions d'entrées en France. Ouais, d'entrées en France. C'est ouf. Et au-delà des 5 millions, ce qui est assez fou quand même. Bah oui, quand on voit la difficulté qu'a eu le cinéma en France en 2025, ça a été une année très mauvaise en termes de chiffres. Et je crois que c'est quoi le film qui a ramené plus de monde, c'est Zootopie 2. Ça devait être Zootopie 2, ouais. Qui est à 6 milliards, 6 millions, pardon, qui est à 6 millions au global, là, en tout cas sur les chiffres de fin d'année. Donc c'est quand même une grosse réussite, mais Avatar va a priori le dépasser assez rapidement. On espère, parce que je pense qu'il va rester à l'affiche encore un petit temps. Oh oui, vous avez encore un peu de temps pour aller le voir. C'est ça. Je vais parler un peu du scénario, parce qu'il faut savoir que pour ce film, ils ne sont pas moins de 4 scénaristes, en plus de James Cameron, dont un couple, Rick Jaffa et Amanda Silver, qui eux ont travaillé sur la saga La Planète des Singes, la version des années 2010. Ok. Donc voilà, c'est eux qui aussi avaient fait le scénario bien sûr du deuxième film, parce qu'il faut savoir qu'Avatar 2 et 3, je pense que tu le sais, ont été tournés en même temps. Le tout ne devait former au départ qu'un seul et même film, mais devant une durée de 5 heures, il a été évidemment décidé de les séparer en 2 films distincts. Ça me semble être une bonne idée. Voilà. Mais par contre, du coup, sachant ça, j'ai toujours été étonné qu'il y ait une telle durée qui sépare la sortie des 2 films. Je m'attendais, moi, je me souviens très bien qu'ils avaient expliqué ça à l'époque du 2, que finalement il ferait 2 films, et je suis surpris qu'il y ait eu un an. Mais il y a eu plus que ça, il est sorti il y a 2 ans. Il y a eu 2 ans, et généralement quand on tourne 2 films en même temps,
On rapproche la sortie des deux films, on les enchaîne un peu. C'était le cas du Seigneur des Anneaux, par exemple. C'est le cas de Kaamelott, puisque la partie 2 va sortir au mois de novembre, donc un an après. Donc je suis assez étonné, mais bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail de post-prod. Oui, je pense qu'il n'y a pas le même travail de post-prod que sur Kaamelott, n'en déplaise à Alexandre. On est bien d'accord. Donc voilà. En termes de casting, c'est pas compliqué, on prend les mêmes et on recommence. Donc Sam Worthington, qui joue donc le personnage principal, Jake Sully, qui a donc joué avant les Avatars dans le Terminator le plus sous-estimé pour moi, aux côtés de ton très cher Christian Bale d'amour, à savoir Terminator Salvation, Renaissance, au pays de Molière, réalisé par Mac G en 2009, la même année où il endossait donc le costume de Jake Sully pour Cameron dans Avatar. On peut aussi noter qu'il a joué Persée dans Le Choc des Titans et sa suite. Choc des Titans qui avait vu Mouloud Achour tenter une percée à Hollywood. Oh, ok. Percée à Hollywood. Wow. On parle de percée dans Le Choc des Titans. C'est beau. C'est beau, c'est pas fait exprès. Je voulais quand même attirer le regard dessus parce que je suis assez fier des jeux de mots. C'est le retour des jeux de mots. Ça n'a pas changé. Ici, on est toujours sur les jeux de mots. On a également Zoé Saldana qui joue donc Neytiri, qui revient, qui est pour cet épisode. Alors pour Zoé Saldana, je vous invite à réécouter notre épisode sur Emilia Pérez parce qu'on en avait quand même un peu parlé. Absolument. On a également la présence de... Alors je sais jamais comment ça se prononce, donc on va essayer de la faire tranquille. Sigourney Weaver. Waouh, tu l'as bien fait. Merci. Franchement, c'était beau. Patronne du cinéma de genre, donc saga Alien, saga SOS Fantôme, saga Avatar. Stephen Lang, saga Avatar, est pour moi l'antagoniste du film Don't Breath, qui incarne donc le méchant d'Avatar, donc le colonel Quaritch, merci. Voilà, et on notera quand même la présence de Una Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, qui s'est faite connaître pour son rôle de Talisa Maygir dans la série Game of Thrones. Voilà, et qui vient ici jouer Varang, donc la chef de la tribu du feu de Pandora. Voilà, bon, pour terminer cette petite intro, je vais faire quand même un petit point chiffre. James Cameron, grâce à cette trilogie Avatar et Titanic, devient le premier réalisateur à avoir 4 films dépassant le 1 milliard de recettes. La saga Avatar, c'est actuellement plus de 6 milliards de recettes au total sur 3 films, ce qui en fait la trilogie de films ayant le plus rapporté, dépassant ainsi Star Wars et sa dernière trilogie, donc du 7 au 9. Mais bon, en 9 films, Star Wars, c'est 9 milliards environ. Donc le ratio reste quand même à Avatar. Oui, puis il va vite se faire dépasser vu qu'il veut en faire 87 des Avatars. Alors il veut en faire 5, si je dis pas de bêtises. Et il me semble. Et comme à chaque fois, le 4 et le 5, c'est sous couvert d'un succès du 3. Bon, on est plutôt bien parti pour, je pense. Mais bon, si on les voit, c'est pas avant 2029, si je te dis pas de conneries. Oui, pas tout de suite. On a le temps de les voir venir. Donc là, et ce qu'on attend aussi, c'est de voir si Avatar 3 rejoindra ses 2 frères dans le top 10 mondial, puisque du coup, Avatar 1 reste indétrônable pour le moment. Je crois que c'est Avengers Endgame qui le suit et Avatar 2 qui est juste derrière. Et ainsi, si Avatar 3 rejoint le top 10, il ajoutera un 5e film dans ce top pour Zoé Saldana, puisqu'elle joue aussi Gamora donc dans les films Marvel. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller faire une petite écoute, ça fait toujours plaisir de l'épisode d'Emilia Pérez. Exactement. Mon Guillaume, pourquoi on a choisi ce film ? On a choisi ce film parce que cette année, on a dit qu'on ferait un petit peu de films sortis au cinéma, ce qu'on n'avait pas fait du tout au départ. C'est quand même un événement, une sortie d'Avatar. Donc voilà, c'est une saga qui compte, on peut le dire, dans l'histoire du cinéma. Pour le coup, moi, j'avais vraiment bien aimé le premier. Je l'ai vu au cinéma en 3D. J'avais, comme beaucoup de gens, trouvé ça tellement spectaculaire visuellement que moi, ça avait marché sur moi. J'avais vraiment aimé. Alors, pas au point de certains dont je sais que c'était devenu le film culte. Je n'étais pas du tout dans cette catégorie-là, mais j'avais vraiment passé un bon moment. Donc moi, j'étais très content quand le 2 est sorti. Je l'avais vu au cinéma aussi et j'avais passé là aussi un vrai bon moment au cinéma devant le 2. Même si je trouve que ces 2 films étaient un peu longs, mais en fait, tu vois pas le temps passer parce qu'il se passe plein de choses. Je trouve que le 2 était extrêmement dépaysant par rapport au premier. La promesse, elle était tenue de voir autre chose, d'avoir un niveau visuel jamais atteint. Alors, moi, je suis pas forcément ultra sensible à ça. C'est-à-dire, l'idée de faire de l'ultra-réalisme avec des choses pas réelles, la prouesse, c'est génial, mais j'ai du mal à y voir un intérêt grandiose. Je me souviens qu'il y avait eu tout un truc sur... Ils ont réussi à faire une reproduction de l'eau absolument incroyable. Oui, bon, ok, au pire, filmer de l'eau. Enfin, je veux dire... J'ai un peu de mal, si je suis un peu tatillon, sur l'idée de qu'est-ce que ça apporte vraiment d'arriver à ce niveau de photoréalisme
dans un film. Ce que je comprends mieux dans un jeu vidéo, par exemple, ça t'offre une liberté. Mais cependant, j'avais passé vraiment un bon moment. Donc moi, j'étais content qu'on fasse Avatar 3 et j'y suis allé en me disant que ça allait être bien, quoi. Et j'ai été extrêmement déçu. J'ai trouvé que c'était un mauvais film. J'ai trouvé ça très long. J'ai trouvé que l'histoire était contradictoire avec tout un tas de choses qui avaient été dites dans les 2 premiers films. Et déjà, le 2 prenait une direction qui était surprenante sur certains personnages. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Mais surtout, et là, je vais lever un point, moi, je suis très déçu sur un aspect technique du film. Donc, tu l'as dit, on a eu la chance de le voir dans des très bonnes conditions au Pâté Parnasse, en 3D, dans une salle vraiment cool. Absolument. Donc, vraiment, merci Léa. Les conditions étaient parfaites, mais franchement, moi, ce film utilise un procédé, il l'avait déjà fait dans Avatar 2, mais là, c'est encore plus vrai dans Avatar 3. C'est ce qu'on appelle le high frame rate, c'est-à-dire un changement de nombre d'images par seconde selon les séquences. Le film passe de 24 à 48 images par seconde, et c'est grosso modo 40% du film qui est en 48 images par seconde. Je suis désolé, mais moi je trouve ça horrible. Vraiment, ça m'a mis mal physiquement pendant le film, parce que d'un seul coup, en plein milieu d'une scène, on passe de 48 images par seconde, donc un truc très fluide qui marche très bien pour la 3D, à un plan en 24 images, et j'ai l'impression que le film se met à saccader. Et j'ai trouvé ça horrible et très très désagréable. Et je n'avais pas vu Avatar 2 en 3D, parce que la séance que j'avais vue, il n'y avait pas de 3D là où je l'avais vu. Mais donc ça m'avait moins choqué sur la 2D, mais en 3D je trouve ça horrible, et vraiment, je le dis, ça m'a ruiné l'expérience. J'ai passé un très mauvais moment à cause de ça. Okay. Et j'ai vraiment eu mal au crâne, quoi. Je sais pas si toi t'as perçu ce truc, mais moi c'est vrai que le changement d'image par seconde m'a pas choqué, étant donné, alors je crois que le 2 était déjà en HFR, hein, si je dis pas de conneries. Oui, c'était déjà le cas. Et du coup, moi je sais que j'avais passé une séance absolument incroyable en 3D HFR, machin. J'avais, pour le coup, pour le deuxième, pas du tout subi ça. Pour la séance qu'on a fait avec Léa et toi, alors je sais pas si c'est lié à ça ou au placement, sans vanne aucune, ça c'est pas grave. J'ai pas bien vécu le film non plus à cette séance-là. J'ai vraiment eu des nausées à un moment donné. Ok. Je pense pas que ce soit lié à la HFR, je pense que c'est plus lié... je sais pas en fait, mais en tout cas, la 3D, elle est mal passée lors de mon premier visionnage. Je suis retourné le voir dans des conditions similaires aux 2 plus tard, du coup, avec Ghislain et Emeric, hein, que je salue. Et pour le coup, ça m'a pas du tout fait cet effet-là. Alors, il y avait peut-être la fatigue aussi, ce genre de choses, hein, parce que comme je l'ai plus ou moins dit, je me suis un peu incrusté last minute. Et disons que on y a été le soir. Voilà, j'étais pas du tout là, j'y étais séance du matin, tranquille. Enfin, j'étais pas du tout dans le même mood. Et du coup, j'ai pas du tout senti, encore moins le changement d'image par seconde, quoi. Vraiment pas. Maintenant, ça n'empêche pas que le film a beaucoup de défauts. Que j'ai préféré le 2 1000 fois. Et en fait, je trouve ça marrant que tu penses comme moi, finalement, parce que je me souvenais pas du tout que tu avais aimé le 2, voilà, pour le coup. Et en fait, j'ai remarqué que la plupart des gens qui ont détesté le 2 ont beaucoup aimé le 3, et inversement. Ok. Et je trouve ça assez dingue. Ouais, donc moi j'avais vraiment envie de vivre ça, et c'est vrai que le premier visionnage, j'ai pas du tout vécu une super séance non plus. Et moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux au-delà du framerate, c'est... pardon, je parle pas en termes de jeux vidéo, mais au-delà de l'image par seconde, du nombre d'images par seconde, c'est le côté jeu vidéo du film. Ouais, je suis d'accord. Et j'en pouvais plus. La scène, il y a une scène de drogue où il y a un personnage qui est un peu dans les vapes, machin. C'est Far Cry. Hein. Oui, totalement. Mais alors, je parle même pas en termes de graphisme, c'est le cas de le dire. C'est en termes de mise en scène, c'est Far Cry. Dans Far Cry, il y a toujours un moment donné où ton personnage il est en FPS, t'es drogué et c'est exactement pareil, quoi. Non, mais je suis d'accord, il y a une orientation... Le film est très orienté action, plus que ne l'étaient les précédents. Plus que l'était le 2, en tout cas, moi, je trouve. Ouais. Et effectivement, c'est un jeu vidéo géant. Ouais. Et alors, je dis pas, hein, encore une fois, visuellement, il n'y a rien à dire. Le film, ça marche, c'est incroyablement bien fait. Mais tu vois, même là-dessus, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment beaucoup moins aimé que le deuxième, je trouve que le film, il rate un truc par rapport aux 2. C'est la promesse du feu. C'est la promesse d'un dépaysement. Il passe tout le film au même endroit que le deuxième. Ah ouais, bien sûr. Et puis, on va en parler quand on va parler du film, mais ils prennent des décisions complètement cons dans le film. Et moi, vraiment, j'ai trouvé ça
Enfin, j'étais très déçu. Il n'y a pas de nouveauté en fait. J'ai eu l'impression de voir. Oui, Avatar effectivement, 2.0. c'est la suite d'Avatar 2. Clairement, ça aurait dû être le même film. On comprend pourquoi. Mais du coup, là où Avatar 2 avait réussi à nous emmener ailleurs par rapport à Avatar 1, et au moins qu'on aime ou pas l'histoire sur la forme, on avait quelque chose de nouveau. Là, c'est vraiment le même film, quoi. Ah ouais, carrément. Et puis voilà, je trouve, je terminerai là-dessus que. Dans la construction narrative et dans le rythme du film, il y a des vrais problèmes. Le film fait des espèces de boucles. On a un espèce d'archétype, et ça reprend exactement ce que tu disais de jeu vidéo. On dit souvent le jeu vidéo, c'est une boucle de gameplay. On va faire plusieurs choses en boucle. Ce film-là fait exactement ça. C'est-à-dire des dialogues, une scène d'action, des dialogues, une scène d'action. Et les personnages, il leur arrive un truc. Non, mais c'est vraiment ça. Et du coup, ça marche pas. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça marchait pas. En revanche, je comprends que le jeu Avatar Frontiers of Pandora ait repris du poil de la bête depuis, parce que par contre, ça m'a donné envie de jouer. Ah ouais, pareil. Mais ça m'a pas donné envie de regarder le film, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. En vrai, moi, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Tu as un peu tout dit. Je pensais pas qu'on aurait un avis aussi similaire pour le coup. Moi non plus. Je pensais que t'avais bien aimé. Et moi, je pensais que toi, t'avais bien aimé du coup. C'est dingue. Parce que la comédie quand même. Ouais. En sortant, on s'est évidemment rien dit. Ça a été frustrant. Non, par contre, Léa, elle est venue me demander mon avis et te demander ton avis. Et du coup, elle avait les deux avis. Et c'est la seule qui savait. Et c'est la seule qui a aimé le film, je crois. Oui, elle a plutôt bien aimé. Alors, elle a pas trouvé ça. Oui, mais après, c'est pas une un chef-d'œuvre. Mais c'est pas une fan d'Avatar. Non. mais elle a... oui, pour le coup, c'est vrai qu'elle aime pas trop la saga au départ, mais elle a bien aimé. Je pense qu'elle a, en tout cas, elle a passé un bon moment. En tout cas, moi, elle m'avait dit qu'elle avait préféré par rapport aux deux. Je crois qu'elle a dû te le dire aussi. Exactement. Et tu vois, la preuve par A plus B. Non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, je vais un peu répéter, mais moi, j'ai pas du tout aimé la reprise de tout ce qu'on a vu dans le 2. Moi, je m'attendais à un vrai dépaysement. Je l'ai dit dans l'édito. Mais bien sûr. Moi, le truc s'appelle De Feu et de Sang. En plus, ce qui m'énerve, c'est que la méchante, elle est superbe. Oui. Moi, j'adore la méchante. Varang, là, interprétée donc par la petite fille de Chaplin, Oona Chaplin, je trouve qu'elle fonctionne superbement. C'est un miroir déformé du personnage de Neytiri pour plein de choses. Ça marche vachement bien. En plus, Neytiri, elle est carrément en deuil dans celui-là, suite à la fin du deuxième film. Ouais, puis en plus, Varang, visuellement, le personnage est hyper réussi. Le chara design, mais oui, bien sûr. Elle a son sourire et tout, très, très carnassier presque, très sauvage en fait. Et je trouve que ça marche vachement bien. Et en fait, à partir du moment où elle s'allie à Quaritch, ça devient la sidekick, quoi. Elle sert plus à rien. Et même le final, ce qui lui arrive à la fin, ça sert à rien. Enfin, c'est ridicule. Ça m'a trop déçu, franchement. En fait, moi, il y a plein de choses que j'aime. Je trouve que le film va... Je vais répéter un peu ce que je disais pour Mickey 17. Je trouve que Avatar 3 ne va pas au bout de ce qu'il veut faire. Je trouve que y a un côté où... Tu vois, j'avais vu 2-3 critiques du 2 qui disaient les personnages, ils font des choix qui sont quand même... débile, machin, mais là, vous avez regardé le 3e, vous pouvez pas dire que vous avez aimé le 3e dans ce cas-là. Je suis désolé, moi, il y a des... On va emmener Spider là-bas. Bon, c'est la merde. Bon, on le ramène là-bas, alors. Oui, tout ça, du coup, vous avez passé 1h30 de notre temps à faire un aller-retour. Oui, non, je suis désolé, non. Et il y a des choses qui marchent pas. Le peuple de l'air, avec lequel ils s'en vont, là, les marchands. Franchement, c'était grave prometteur. En plus, je crois que l'acteur qui joue le chef un peu de cette tribu-là là, qui les emmène, c'est l'acteur qui jouait Rémus Lupin dans la saga Harry Potter. Si je dis D'accord. pas. En tout cas, j'ai pas vérifié, mais l'acteur me faisait, enfin sa tête en avis me faisait vraiment penser à ça, à lui. Et voilà. Et ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, putain, c'est stylé. En plus, là pour le coup, t'avais une promesse de dépaysement. T'étais dans les airs. Ils ont des créatures qui les portent, qui sont super différentes et qui ont un design complètement particulier. Voilà, en fait, ils ont juste servi à introduire Varang et ses Magwan, quoi. Mais totalement. Et du coup, c'est bien cet acteur, j'ai vérifié. C'est bien lui. C'est bien lui. Merci. Donc voilà, après, j'ai beaucoup aimé le visuel du film, j'ai beaucoup aimé la réflexion autour de la foi. Je trouve que c'est le centre de ce film, comme c'était déjà le centre du deuxième. Moi, c'est un questionnement que je trouve très intéressant parce que je suis pas spécialement croyant, pas du tout même. Et en fait, justement, je trouve que c'est fou en fait de voir l'importance de la foi, et donc le montrer là dans ces films-là, je trouve que ça marche vraiment presque encore mieux, quoi. Donc moi j'aime beaucoup cette question de la spiritualité, etc. Et voilà. Après, il y a un truc que j'ai aimé, et je pense que je dois être un des rares, j'ai beaucoup aimé Spider. Voilà. Okay. Moi, le personnage de Spider, j'ai vu un peu tout et rien, et surtout rien sur lui, c'est-à-dire en mode vraiment c'est un des pires trucs d'Avatar, et 2 et 3. Moi j'aime beaucoup le personnage. Donc voilà, ouais, non, c'est Avatar 2.0, il n'y a aucun dépaysement et je trouve ça vraiment dommage. Après, je pense qu'il faut effectivement pas s'arrêter là-dessus.
pas s'arrêter à ça, mais c'est difficile quand t'attends 2 ans. En plus, tu l'as dit, il y avait vraiment un dépaysement dans le deuxième avec la voix de l'eau, donc du coup, t'étais en droit d'attendre un dépaysement, surtout avec le titre, Ouais, je suis d'accord. du troisième. Tu vois, en fait, moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas passé plus de temps sur le campement des Magwan, par exemple, à côté Oui, du volcan. on est bien d'accord. C'est Pourquoi on s'est incompréhensible. retrouvé au peuple de l'eau? Parce qu'en Non. fait, Avatar 3, c'est le dernier acte d'Avatar 2. Mais exactement. C'est Et juste en fait, ça, c'est un pas- troisième acte très long. C'est pas un film en tant que tel. Et il essaye de devenir un film en tant que tel. Et voilà, on voit bien que la construction narrative fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il faut Et- que des allers-retours et des boucles. Exactement. Et que du coup, il se passe pas grand chose d'intéressant, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, une déception, mais bon, je pense que ça reste quand même dans ce qui se fait de mieux quand même, malgré tout, en termes de dépaysement. Mais en même temps, là... Oui, non, mais c'est pas de ce point de vue-là. Ils ont pas fait moins bien qu'avant, mais ils ont pas fait mieux. Oui, Or, voilà, la c'est ça, promesse surtout. d'Avatar, c'est de faire mieux, c'est de faire différent. Le reproche, là, c'est que c'est le même film qu'Avatar 2, c'est C'est les mêmes personnages, les mêmes endroits. il se passe quasiment rien de nouveau, donc voilà, et les enjeux sont toujours les mêmes. Aussi, Mais ça, après, les enjeux sont toujours les mêmes. C'est pas... Moi, je trouve que... Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques aussi sur... Déjà, c'était le cas sur le 2 et encore plus sur le 3. C'est de dire, en fait, les 3 films racontent la même chose avec des différents environnements. Ça, je l'entends. Mais après, tu vas pas voir Avatar pour être subjugué par le scénario. Faut pas me faire croire ça. Non, mais je suis d'accord, mais en même temps, quand t'as un réal qui te dit je veux faire 5 films, faut que t'aies des trucs à raconter dedans. Il y a un moment où là, ça fait 3 films et que il y a déjà plus grand chose de nouveau à raconter. Voilà, encore une fois, je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que j'attends le plus, mais quand même, tu fais venir les gens 3h15 en salle, c'est un des points que t'as pas donné dans Oui, c'est vrai, j'ai pas donné la durée, autant pour moi. dans la présentation. Le film dure 195 minutes, donc c'est 3h15, c'est long, on peut pas dire le contraire, même si c'est pas un mauvais moment, mais tu peux pas demander aux gens de consacrer 3h15 si t'as rien à leur raconter de nouveau. Et encore une fois, tu l'as très bien dit, ce film-là, c'est pas censé être un film à part entière, c'est censé être la poursuite du film précédent. Et oui, là on le voit bien, il n'y a pas grand-chose, il n'y avait pas de quoi faire un film d'un point de vue narratif à mon avis. Quand on va avoir le même ressenti sur Kaamelott, la deuxième partie du deuxième volet, ça va Allez. faire mal. Hein. Ça promet un épisode d'anthologie, Je vais vous le dire. Voilà. Faire l'édito en pleurant. ça sera Voilà, terrible. c'est ça. Oh, on va mettre une musique j'aimerais trop que tu sois déçu de ce film, mon Dieu, tu peux pas savoir. Ça Non, serait non, trop dis drôle pas ça, arrête. ça serait trop drôle pour le podcast, je pense Et podcast. non, moi. mais moi je pense au fait qu'il faut qu'il sorte le 3e, je vous en supplie. Enfin bon, alors de quoi ça parle? De quoi ça parle quand même? Parce que 25 voilà. minutes qu'on discute, il faut quand même qu'on raconte Ouais, oui, l'histoire. on va raconter l'histoire. Bon, alors en vrai, le film commence quelques peut-être semaines, je dirais, après la fin du deuxième. J'ai pas fait de mise en contexte, hein, mais en gros, je pense qu'il n'y a pas besoin, vous allez vite comprendre. En gros, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, après les événements du deuxième film, donc à savoir quand même une attaque repoussée sur la mer dans Pandora, où Jake Sully a perdu un de ses enfants. Jake Sully est toujours traqué par Quaritch. Quaritch qui avait été sauvé par Spider étant son fils. Oui. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. mais voilà. Hein, mais ça recontextualise, c'est très bien. C'est le futur. Donc, Jake et sa famille font leur deuil, chacun un peu à leur manière. Hein. Tu as Neytiri qui s'enfonce de son côté de plus en plus dans une haine viscérale des humains. Hein. Elle n'a plus que sa foi pour tenir. En tout cas, c'est l'image qu'elle donne au début du film. Spider ayant besoin de masques à oxygène, il est très vite décidé dans le film de quitter le peuple de l'eau pour le ramener chez les scientifiques humains qui vivent avec le peuple de Neytiri, hein, à l'endroit du premier film, hein, dans la forêt. Pour ce faire, ils embarquent... du deuxième, pardon, parce que la forêt a été cramée dans le deuxième, c'est ça, je crois. Oui. Donc, du coup, ils vivent dans les rochers qui flottent sur Ouais. Pandora. Pour ce faire, ils embarquent donc tous, comme je l'ai dit plus tôt, avec les marchands volants. Et là, ils se font attaquer en chemin par les Magwan menés par Varang. Neytiri est blessé, Jake se retrouve seul et les enfants et Spider se retrouvent tous ensemble et doivent fuir. À savoir qu'ils accompagnaient Spider parce que du coup, les enfants le considèrent comme leur frère. Et étant donné que Spider est un enfant humain, Neytiri commence à vraiment le haïr au point de vouloir s'en débarrasser dès qu'elle peut. Quaritch de son côté va retrouver Jake après le combat avec les Magwan là, et va pour l'emmener, mais ce dernier arrive à le convaincre d'aller chercher les enfants et donc son fils à lui. Ces derniers sont en fuite et ils voient Spider arriver au bout de l'oxygène de son masque et mourir, mais il est sauvé par Kiri, donc qui est incarné par
qui va le relier à la terre de Pandora, à la déesse Ewa, c'est ça son nom, je dis pas de bêtises, Oui. en lui faisant ingurgiter une petite méduse volante de la forêt, qui est en fait un organisme vivant directement relié à la déesse et à Pandora. Donc là, on est vraiment dans la spiritualité pure et dure. Ce faisant, Spider peut désormais respirer sans masque. Et je vois à ton regard que c'est une des péripéties que tu as le plus détestées. J'ai adoré ce moment, vraiment. Il peut respirer sans masque. Ah mais attends, mais je suis curieux quand même. Pourquoi t'as détesté du coup ? Qu'est-ce que t'as pas aimé ? Non, mais parce que en vrai, bon, pourquoi pas. Il y a un peu un truc, ta gueule, c'est magique et ok. Mais je trouve ça tellement facile. C'est-à-dire que vraiment, c'est jamais un problème dans Avatar 2. Jamais c'est un problème son masque. Là, ça devient un problème d'un coup. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut qu'il change de masque. Visiblement, il a un truc qui a une batterie relativement limitée. On parle quand même les humains dans ce film ont envahi une autre planète. Enfin, les mecs sont quand même au taquet de la technologie. L'autre, il a un réservoir qui fait 4 cm. Et là, d'un coup, il meurt et l'autre, elle arrive à faire ça. Alors ok, elle est connectée, tu l'as dit, il y a le message sur la foi, il est intéressant. Et le personnage de Kiri, il est pas mal. Moi, j'aime. C'est un Deus Ex Machina. Voilà, mais putain, et en fait, ça va rentrer dans un truc que je me garde pour un peu plus tard, qui est plus global, qui m'agace dans ce film. Et ça en fait partie. Et disons que c'est la première pierre à l'édifice d'un truc qui, je suis désolé, je fais un peu teasing, mais qui m'a agacé. Mais ouais, je trouve ça tellement facile, quoi. Et puis ça sort nulle part, elle arrive à faire ça, elle se met à genoux dans la forêt, comme tu dis, il y a une espèce de méduse bizarre là, et puis voilà, point. Il respire. Mais après, Kiri, son personnage est connecté à la déesse, elle n'arrivait pas à la rejoindre en se connectant dans le deuxième film. Mais regarde, t'as aussi intéressant. T'as aussi le truc il lui arrive ça. C'est quand même un truc de fou, quoi. Le mec, il est content 8 secondes, puis après, bon, allez, on va se balader. Non, enfin, gars, c'est un truc qui est censé être absolument surnaturel. On passe ça comme, allez, il fallait trouver un moyen de le faire survivre. Le film dure déjà 3h15. Oui, je suis d'accord, mais sur les 3h15, justement, tu pouvais en faire un truc incroyable. Enfin, en faire un événement. Ça, tu vois, pour moi, cet événement-là, pour qu'il ait du sens, il faut qu'il soit sacralisé. Il faut que ça soit. Et là, ça arrive au milieu de rien. Il n'y a pas de raison t'as pas de prémisse de ça va arriver. Tu sais pas que ça va arriver, t'as pas d'indice de truc. Peut-être que non, ça arrive d'un coup, les personnages l'acceptent et on n'en reparle plus jamais. Enfin, en tout cas, pas eux. Les autres en parlent, mais pas eux. Voilà. J'aurais pas dû poser la question. Pardon, désolé. Je suis très énervé par ce film. Voilà. J'ai l'impression que plus on en parle et moins ça va bien se passer. Alors, du coup, on va quand même. Et bonne année quand même. Bonne année quand même. Donc Spider peut respirer sans masque, désormais, vous l'aurez compris. De leur côté, Jake et Quaritch arrivent à retrouver les enfants au moment où ceux-ci se font capturer par Varang et ses hommes. Et elle est en train de leur demander de leur montrer comment fonctionnent les armes humaines. Mais ils n'ont plus de balles, donc ils peuvent pas le faire. Nos deux amis, Jake et Quaritch, nos deux ennemis plutôt, vont pour les sauver. Ils n'y arrivent pas. Quaritch explique du coup comment fonctionnent les mitrailleuses à Varang. Mais grâce à Kiri, encore une fois, tout le monde s'échappe. Et oui. Jake dit à Quaritch qu'il serait peut-être temps de voir avec ses yeux de Na'vi et pas avec ses yeux d'humain. Voilà. De son côté, Neytiri, qui a réussi à survivre, elle a rejoint tant bien que mal son peuple de la forêt qui vit donc dans une grotte et les scientifiques humains qui vivent avec eux. Et elle prend un peu tout le monde et ils partent à la recherche des enfants et de Jake. Ils arrivent à les retrouver juste après le moment avec Varang dont je parlais précédemment et Quaritch s'en va puisque je suis un peu en sous-nombre et je suis pas très bien vu, quoi. On nous apprend à ce moment que Spider, du coup, devient une sorte d'hybride homme-Na'vi et tout le monde retourne chez le peuple de l'eau. La décision est prise de retourner chez le peuple de l'eau pour le cacher. Puisque Neytiri veut le tuer, parce qu'elle dit, t'imagines, s'il se refait capturer et qu'il l'étudie et qu'ils se mettent à tous respirer, on va l'avoir un peu dans l'os, quoi. Ça, pour le coup, ça c'est intéressant. Je trouve que c'est le seul usage bien qui est fait du fait qu'il arrive à respirer. C'est que les mecs deviennent tout de suite méchants et se disent, en fait, il faut qu'on capture ce gosse pour faire pareil. Ça, c'est bien. Mais la manière dont ça arrive, c'est con. Mais ça, c'est bien. Non, mais je te poserai plus de questions de toute façon. Hein, donc, je sens que sinon, je vais m'en prendre une. Donc, il a peur quand il me regarde maintenant. Du coup, ils retournent là-bas. Là-bas, justement, on a donc les Tulkun, les grosses baleines de Pandora, qui bannissent Payakan, la baleine rebelle qui a aidé les Na'vi à se battre dans la voie de l'eau, le précédent film, pendant que Spider, lui, commence à nouer une relation un petit peu plus intime avec Kiri. Donc ils se font un petit pissou, mais bon, on sent qu'ils sont très proches de toute façon depuis le début, hein. Puis bon, elle l'a un peu ressuscité, et c'est un peu grâce à elle quand même qu'il est comme il est maintenant. Donc, oui, on sent qu'ils sont très connectés. Ils sont très connectés, c'est le mot, connexion.
Voilà. Donc juste après le bisou, il se fait capturer, Spider, donc ça n'a pas duré longtemps. Et de son côté, Quaritch, lui, il a retrouvé donc les Magwan de Varang et il les convainc de se joindre à lui donc, pour retrouver Jake en leur offrant des armes. Donc il leur offre des lance-flammes, des trucs comme ça. Donc comme elle voit que par le feu, elle est toute contente. Finalement, après avoir visité plusieurs villages, ils retournent tous au village de l'eau. Puisque c'est the place to be un peu. Et Jake va se rendre pour protéger sa famille et ses amis du coup. Et donc il est capturé quoi. Il arrive à convaincre Quaritch, non mais tue pas tout le monde, je vais venir parce que si tu tues tout le monde on va devoir vous en tuer aussi, c'est un cercle sans fin, enfin tu connais quoi. Emmené sur la base des hommes, donc la base très futuriste et très, comment dirais-je, j'avais trouvé un mot, je l'ai oublié, très futuriste. Il est enfermé, Jake, pendant que Spider, lui, est examiné. Mais ce dernier arrive à s'échapper parce qu'ils sont dans une base très futuriste, mais les conduits de ventilation, les grilles de ventilation ont juste... des petits écrous. Voilà, des petits écrous que tu peux, avec une petite pièce, tourner. Quoi. Exactement. Dans le même temps, Neytiri vient libérer Jake, en attaquant la base et ils s'enfuient tous les trois. À ce moment, Jake réalise que Neytiri avait raison de choisir un peu la protection des navis en voulant tuer Spider. Et décide d'aller tuer Spider. Donc là, on a une scène très biblique, presque, où le père de substitution va pour sacrifier son fils. Donc il l'emmène dans les bois. De son côté, Neytiri, elle, pour s'infiltrer, elle s'était fait un tatouage rouge comme la tribu de Varang, et elle est en train de se laver à l'eau. Et donc, voilà, in your face, elle a les mains pleines de peinture rouge, et du coup, donc, ça symbolise sang, évidemment le sang qu'elle aura sur les mains si Jake tue Spider. Du coup elle dit ah mais non faut pas le faire, donc elle y va et alors là à ce moment là Jake ne tue pas Spider au dernier moment. C'est gros comme une maison, on le voit venir à 15 000 mais quel dommage. Ah bah oui. Quel dommage qu'il ne tue pas Spider, quel dommage qu'il ne passe pas l'acte. Alors encore une fois, moi je fais partie des défenseur de Spider, je suis content qu'il soit là, qu'il survive, mais je trouve que ça aurait été tellement fort comme message. C'est surtout qu'en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on te fait un vieux suspense de retournement de situation, de pensée de Neytiri, mais en fait c'est Jake. Ils ont inversé leur façon de penser, mais en même temps pas vraiment. Et ça dure très longtemps. Ah ouais, le moment où il va pour le poignarder parce qu'il change de position, machin. Et au final, il tape dans le vide. Et au moment où il tape dans le vide, en plus, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on essaye de t'induire en erreur toi en tant que spectateur parce que t'as un petit son de plantage. Oui. Alors qu'en fait, non, on va te dire, mais non, mais c'était l'air qui se déplace au moment où il plantait. Et arrêtez, c'était un son de plantage, me prenez pas pour un. Voilà. On est bien d'accord. Donc, bref. On est très agacés par ce film. Non, mais en fait, c'est dommage parce que je trouve, je rebondis un peu sur ce que je disais, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, mais qu'elles sont pas menées à bout parce que justement, il a cette jambe de bois qui fait que c'est juste un troisième acte très long, divisé lui-même en 3 actes. Et je trouve ça très dommage. Mais ça n'empêche pas que j'ai passé quand même un très bon moment, surtout la deuxième séance, parce que j'étais très bien placé. Et oh, le tacle à la gorge. Donc du coup... Elle va se désabonner, arrête. Elle va surtout plus m'inviter au cinéma avec toi, c'est ça surtout. Donc du coup, tac. Donc finalement, il tue pas Spider et ils retournent tous les 3 chez le peuple de l'eau. Eh bien évidemment, the place to be, tu l'as dit. Hein. Je l'ai dit. De son côté, le seul fils qu'il reste à Jake, Loak, donc, qui pendant tout le film se sent responsable de la mort de son frère à la fin du deuxième film, lui de son côté, il part pour retrouver Payakan parce que c'est son poteau, la baleine c'est son frère. Ouais, exactement. Et en y arrivant, il le ramène parce que du coup Payakan, il a retrouvé sa tribu de base, sa tribu de baleines, sauf qu'en fait il a retrouvé une baleine qui est complètement charcutée de partout, transpercée d'armes et de machin. Et du coup ils se disent faut peut-être qu'on aille voir le conseil des baleines quoi. Ouais, pour leur dire les gars, je pensais pas dire ça. Le conseil des baleines pour leur dire faut peut-être se battre parce qu'en fait pourquoi il a été banni, c'est parce que il avait rompu un peu ce contrat tacite qu'ont les baleines de pas intervenir dans les conflits et de pas se battre. Le contrat de confiance. Ouais. Oh putain, c'est parti. Guillaume et Bastien font des jeux de mots. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que suite à la petite péripétie avec Spider, Jake, lui, il décide que
non, il faut qu'on se batte. C'est pour ça qu'il tue pas Spider, il va dire on va se battre. Et donc du coup, il redevient Toruk Makto, hein, il reprend Oui, c'est vrai. son allié volant du premier film, qu'il est le avait seul à abandonné pouvoir dans le contrôler. deuxième film. Bah, oui, c'est ça, ouais. Bah oui, quand ils sont partis sur l'eau, justement. Exactement. Et donc, Loak arrive avec Payakan au conseil, avec son père, machin. Ils parlent aux Tulkun et ils leur disent faut que vous rejoigniez le combat. Et donc, tout ce beau monde se prépare à l'attaque imminente des humains. Et un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que du coup, si Loak de son côté se sent responsable de la mort de son fils, son père ne fait rien pour le faire se sentir mieux. Ah oui, non, clairement. Puisqu'à un moment donné, il lui dit carrément que c'est à cause de toi que ton frère est mort. Hein, ouais. Voilà. Et en plus de ça, c'est pour ça que la fausse mort, entre guillemets, la fausse mort. Le faux moment où on va tuer Spider, où Jake va tuer Spider, est très décevant aussi pour moi. C'est que tout le film, à un moment donné, on nous dit quand même que Neytiri, elle en vient à haïr ses propres enfants. Parce que comme elle les a eus avec un hybride, finalement, Oui, bien sûr. ils ont 5 doigts au lieu de 3 ou 4, Oui. je sais plus. Et du coup, Jake lui dit, mais en fait, moi, tu m'aimes pas parce que moi, je resterai toujours un humain au fond, même si je suis devenu un navi. Et tes enfants, ils sont navis ils ont le droit du sol, ils sont navis, tu vois. Ils ont le droit du sol. Ils ont un passeport. Ils ont un passeport. Ils sont allés à la préfecture mardi matin, ils l'ont récupéré, on Non, a fait mais des photos ils sont- d'identité, tout ça. Ils sont navis par le droit du sol, d'accord. Ils sont nés à Pandora, merde. Mais ils ont 5 doigts, donc tu les aimes pas. Et elle répond pas, mais on sent bien que oui, un petit Oui, peu. elle a une haine. J'adore le personnage de Neytiri, hein, je tiens à le dire. Donc voilà, donc tout ce beau monde se prépare à l'attaque imminente des humains, puisque là finalement tout le monde est un peu réconcilié ensemble et la famille est prête à se battre avec leur plus grande famille, à savoir les peuples de Pandora. Voilà. On respire. On respire un peu. Bon bah mon petit Guillaume, une petite scène préférée, une petite scène marquante. Allez, vas-y, je sens que t'es chaud là. Je sens que là on arrive à la conclusion du teasing. Attention, c'est le reveal. Oui, on arrive à la conclusion du teasing. C'est le reveal. Mais en fait, c'est un truc qui va se poursuivre jusqu'au bout. Mais bon, je vais le dire maintenant. Et je vais me baser sur cette fameuse scène, parce que c'est ça dont je voulais parler, de ils vont pour tuer Spider et finalement ils le tuent pas. Moi, j'ai un vrai problème avec ce film, parce que là, c'est le 3e et je n'en peux plus. Mais bordel, tue des gens dans ton film. On n'en peut plus. Il ne meurt que des personnages secondaires qu'on a vu 8 secondes. Et dont on se fout. Il y a eu le gamin dans le 2, mais là, dans ce film-là, Non, il y a pas. il y a le syndrome de il ne leur arrive rien. Ouais, Enfin, je veux dire, Neytiri, à un moment, elle infile, tu l'as dit, la base. Enfin, elle est solo. Ils sont 1,8 milliard. Elle a rien, quoi. Alors qu'elle arrive, elle est blessée, elle est au bout du rules. Enfin, putain. Au bout du rules. Non, mais vraiment, ça m'a gonflé tout le film. Et du coup, bah, je le dis maintenant, on va venir à la fin, mais personne meurt dans ce film. Et là, et non, mais je veux dire, franchement, moi j'aurais voulu, et ça aurait été quelque chose à raconter, que un des persos meure, ou qu'il y ait vraiment un retournement. Et en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le film, il n'avance pas. Ça fait 3 putains de films qu'on a le même méchant, on n'en peut plus de Quaritch. Franchement, c'est bon. Déjà, l'avoir recyclé dans le 2, c'était limite, mais là, on n'en peut plus. Surtout qu'on voit bien qu'on essaie de nous amener une espèce de rédemption de Quaritch qui va devenir un avis, machin. C'est gros comme une maison et c'est chiant. Surtout que ça, en fait, ça change complètement de son fusil d'épaule à la fin. Moi, j'ai rien compris à la fin. J'étais en mode, mais pourquoi il se sacrifie, ce con ? Mais non, mais on est bien d'accord. C'est débile. Et surtout, vraiment, les personnages ne sont jamais réellement en danger. Et la meilleure preuve, c'est ton fameux running gag, c'est qu'ils reviennent toujours au même endroit. Mais bordel, les gars, vous êtes recherchés, arrêtez d'aller toujours au même endroit. Ils ne trouveront jamais ici. Non, mais je veux dire, c'est comme si t'étais fugitif et tous les jours tu retournais dans ta maison. Ben on va te retrouver, gars, c'est le premier endroit qu'on va aller fouiller. Enfin, je veux dire, t'imagines dans le fugitif, c'est Harrison Ford, il s'était caché chez lui, on l'aurait retrouvé très vite, le film aurait duré un quart d'heure. Non mais, enfin, franchement, et moi c'est vraiment ce que je reproche au film, c'est putain, le film prend pas de risque. Et je me dis, il veut en faire 5, mais il va raconter quoi enfin, je veux dire, Jake, il va éventuellement avoir une coupure à la lèvre à la fin de l'épisode 5. Je viens de penser à un autre exemple. C'est comme si Batman se cachait dans le manoir de Bruce Wayne. Non mais oui, c'est ça. Ah, j'ai oublié d'enlever mon maquillage autour des yeux, excusez-moi. Enfin, ça, c'est un mème, je crois que j'ai vu sur Internet. Effectivement. Et voilà, et franchement, ça me gonfle. Après, je vais quand même donner... Parce que du coup, ma question, c'était pas du tout ça. Hein. Est-ce que t'as une scène préférée ? Non, si, je vais donner une scène que j'ai bien aimée. C'est au début, quand ils partent avec les marchands volants, quand ils se font attaquer, la scène, elle est ultra impressionnante. Parce que d'un coup, ils arrivent d'au-dessus, les méchants, là, la tribu de Varang. Et là, la scène, elle est hyper stylée parce qu'ils sont sur des espèces de bateaux
volants. C'est des espèces de ballons en fait, c'est des espèces de zeppelins. C'est entre des bateaux, des zeppelins. Non mais c'est des animaux en fait. Hein. Ouais, mais du coup on a l'impression que c'est des. Ça ressemble à des espèces de zeppelins ronds. Exact. Et moi cette scène elle est cool parce que bon, même si le peuple des marchands on les voit un quart d'heure et bon, on les reverra jamais. Mais je trouve que la scène elle est stylée parce qu'il y a vraiment un truc de, on dirait une scène de guerre avec des avions qui commencent à tomber ou des bateaux qui seraient en train de couler et les mecs ils essayent de s'échapper. Il y a le côté panique qui fonctionne bien. Et cette scène là, en plus on est au début du film encore à ce moment là, donc moi j'étais encore dans un mood où ça va être bien. Donc cette scène j'ai trouvé ça très bien. Mais après j'ai pas grand chose quoi. Je trouve que ton résumé explique très bien ça. En fait le film déjà il raconte trop de trucs en même temps et il y a trop d'allers-retours effectivement à la base, ce qui fait que narrativement ça marche pas et moi je reste bloqué sur ça quoi. Bon, et toi alors, qu'est-ce que tu as Moi retenu ? très honnêtement j'ai adoré la scène du sauvetage de Jake, voilà, par Neytiri. Moi j'ai trouvé ça absolument génial, j'aurais aimé que le film reste dans cette ambiance jusqu'au bout à partir de là en fait. Dans cette ambiance là, parce que du coup là à ce moment là elle se bat principalement contre Varang. Oui, et, ça c'est cool. Et Varang, c'est comme je disais, c'est son miroir déformé, c'est son reflet déformé, pardon. Et du coup, tu te dis, elle va se la faire à la fin. Il va y avoir une confrontation entre les deux. Et j'ai trouvé ça super cool, super intéressant. Le sauvetage, je le trouve hyper impressionnant en termes d'image, en termes de visuel. Là, pour le coup, t'en prends plein la gueule. Ouais, puis c'est bien d'avoir un visuel dans un truc humain qui, du coup, est totalement, comment dirais-je, c'est du béton partout et du métal partout. C'est ça, moi j'ai trouvé ça vachement bien. On n'est plus dans Pandora, en fait. Exact, mais c'est le seul moment, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai adoré. Parce que voilà, j'avais pas réfléchi à ça, comment on appelle ça, l'attaque des ballons volants, là. Oui, effectivement, ça marche bien. Mais on reste dans un lieu qu'on connaît, un lieu pas très dépaysé. Là, pour le coup, t'es dans un truc très industriel. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Tout à fait. Très industrialisé, voilà. Malgré le fait que t'es un personnage, t'es un PNJ qui est là juste pour pouvoir aider Jake, et puis après il repart, on le voit plus jamais. Clairement. Allez, venez, voilà. monsieur, je vous aide. C'est le scientifique un peu écolo, mais qui travaille pour l'armée, donc ose pas trop ouvrir sa gueule. Allez, on l'a vu 4 fois, quelques scènes avant, où à chaque fois il est en mode ah, vous êtes sûr qu'on va faire ça ? C'est pas très gentil. Vous êtes un peu méchant, je trouve. Mais bon, en même temps, vous me payez. Mais vous êtes un peu méchant, quoi. Mais voilà. Il se fait un peu marcher dessus, et puis là il dit ah ouais, mon avis il est pris en compte. Voilà. Et du coup il arrive à conduire, parce que c'est un scientifique qui a des doctorats et tout, il arrive à conduire un engin de chantier pour casser la prison de Jake. Non mais je suis d'accord. Et voilà, et après en fait ils sortent, et puis après il dit à Jake alors c'est quoi le plan ? Il fait c'est toi qui m'as sorti là. Il fait ah non, mais moi ça allait jusque là. Il fait ok, salut. Et voilà, c'est tout. Et on le reverra plus jamais. Il est peut-être mort d'ailleurs, on sait pas. Mais on sait pas. Bon alors comment ça se finit ? Et attends, j'ai pas fini. Ah pardon, excuse-moi. Oh là là, je parle de ma scène préférée. Pardon. J'allais rebondir sur ce que tu disais, ce que tu reprochais, qu'elle y arrive en mode machin. Quand je l'ai vu avec Ghislain et Emmerich, Ghislain il m'a dit franchement, je lui ai dit parce que je leur ai dit à ce moment-là que moi la scène de sauvetage je l'avais vraiment trouvé très cool, et j'étais plus ou moins d'accord. Et Ghislain nous dit par contre Neytiri elle rentre dans le truc, comment elle savait que le bip qu'avaient les gardes qu'elle a tués lui permettait de rentrer, machin. Bon là je trouve qu'il chipote un peu, qu'il fait un peu son Ghislain, parce que, voire même son Guillaume, si je peux me permettre, parce que très honnêtement elle vit avec un ancien marine, s'il lui a pas expliqué ça à un moment donné, je suis d'accord. Voilà. Bref, je voulais juste noter ça. Et surtout je trouve que le fait qu'elle y aille tout seul, moi c'est sur ça que je voulais rebondir principalement avant de vanner Ghislain, c'est que je trouve ça super, moi en fait. Je trouve ça super fort parce qu'ils ont passé tout le début du film jusqu'à ce moment-là à se séparer tous les deux, à jamais se retrouver. Ouais. Et j'ai trouvé ça super bien en fait. J'ai trouvé ça super fort que ce soit elle qui aille. En plus, je trouve que l'infiltration fonctionne très bien. Elle arrive à rentrer dans la tente. TENTE, hein. Dans la tente de Varang, et elle la menace, et il y a un petit combat qui s'enclenche et tout, et puis après elle se fait poursuivre un peu de partout, et Jake il la voit, il peut rien faire, puis après il y a Spider qui les rejoint. Spider il sait qu'il peut pas se faire tuer, donc il se met en bouclier humain parce qu'ils disent ils ont trop besoin de moi pour pouvoir respirer, s'ils veulent réussir à respirer comme vous. Moi j'ai trouvé ça vachement cool, et ça rendait encore plus la scène où Jake va pour tuer Spider, puisqu'elle suit juste leur évasion, importante, parce que putain, oui, je suis d'accord. Il fait tout pour eux, le petit, quoi, depuis le début, quoi. Oui. Et là, le fait que lui d'un coup décide on va quand même le tuer, ça aurait été horriblement fort, tu vois. Donc voilà, vraiment, moi j'ai adoré cette scène. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Moi, Spider, je l'aime bien. J'aime bien ce perso, je le trouve cool. Check. Je trouve qu'il est pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est une critique, parce que je trouve que son personnage, justement, il est intéressant parce que c'est vraiment un ovni, il vit au milieu des autres, et je trouve ça bien. Et en plus, ça,
pour le coup, s'il y a bien un message qui fonctionne, c'est que les enfants, ils ont pas de préjugés, ils s'en foutent qu'ils soient pas comme eux, ils s'en foutent qu'ils respirent pas, ils jouent avec eux, c'est leur frère, ils le considèrent. Les enfants représentent l'espoir en fait. Exactement. L'espoir d'un monde ça, meilleur. pour le coup, c'est plutôt cool. C'est un peu le même message dans The Walking Dead. C'est les enfants qui représentent l'espoir. Et les réalisateurs qui représentent les spin-offs. Ouais, les showrunners. Ouais, non, bref, je suis encore dans The Walking Dead puisque je suis en train de lire les comics. Voilà. Bravo. Qui sont vraiment très très bien. Oui. Du coup, comment ça se termine ? Tu m'as posé la question, je vais te répondre. Je vais vous le dire. Obligé. Donc une énorme bataille s'engage, évidemment. Donc c'est le bazar, des gens meurent, mais vraiment en mode vite fait. On a notamment un des fils de la chef du peuple de l'eau qui se fait tuer comme ça au détour d'une image. On sait pas trop. Ok. Toi-même, tu te dis, c'est lui ? Ouais, on s'en fout. D'ailleurs, la mère, elle est enceinte, elle va mourir aussi. Les Na'vi semblent gagner, mais les Magwan renversent la situation. Du coup, les méchants gagnent. Mais du coup, Kiri, on parlait de Deus Ex Machina tout à l'heure, Kiri renoue avec la déesse Ewa grâce à l'aide de sa sœur Took. Oui. C'est ça ? Oui. Et comment il s'appelle ? Et Spider, du coup, qui peut désormais se connecter grâce à sa queue de rat. Et du coup, à Star Wars, évidemment. Bien sûr, voilà, Anakin, on est là, bien sûr, c'est l'élu, c'est lui qui va sauver, qui va rétablir l'équilibre dans Pandora. Et donc du coup, Kiri, et là c'est là où alors là je vais rendre à César ce qui est à César, c'est parce que moi j'ai regardé la vidéo du Fossoyeur de film et il a attiré mon œil là-dessus et je suis complètement d'accord avec lui. Moi je trouve que Kiri qui dit aux créatures des profondeurs de tuer tout le monde, ça va complètement à l'encontre du message du film. Oui. Et je trouve que ça détruit un peu tout ce qui a été essayé d'être fait tant bien que mal dans ce film-là, dans ce troisième acte géant de Avatar 2, qui est Avatar 3 du coup. Donc elle va lui demander de tuer un peu tous les humains, c'est ce qui se passe. Le chef pas des braconniers, comment on appelle ça, les mecs qui tirent sur les baleines là. C'est des braconniers. C'est braconniers. Bah oui, ça fonctionne. Sûr ça fonctionne pour ouais, mais je crois que c'est un nom. Tu sais, à l'époque des pirates, quand tu faisais la chasse à la baleine ou des trucs comme ça, les flibustiers. Non, ça c'était les pirates ça. Mais il y avait un nom, je crois, c'était pas braconnier. Les harponneurs. Bon, bref, on va retrouver peut-être pas, mais on verra. Je vais chercher. Et donc, ce mec-là, ce que je voulais dire, c'est que c'est le chef des gros méchants, quoi, parce qu'il tue la nature, il tue les baleines, machin. Et en fait, sa mort, elle est assez vite faite, je trouve, en fait. Les baleiniers. Merci de ton aide. C'est pas le mot du tout que j'avais en tête, mais je te remercie. C'est pas grave. Oublie, mais les gens ont compris, c'est pas grave. Donc on tue tous les humains, c'est ce qui se passe. Et à la fin, il y a un combat final. Alors 2 combats finaux. Deux combats finaux. D'un côté, on a donc Neytiri face à Varang. Donc on se dit ça va taper, ça va. En plus, Neytiri, elle a le bébé de la morte là, j'oublie son nom, de la femme du personnage, de la chef du tribu de l'eau. Voilà, c'était très compliqué. Du personnage incarné par Kate Winslet. Voilà, et qui a accouché et qui a donné naissance en mourant. Oui, tout à fait. Voilà, et donc du coup elle le protège, mais on se dit là ça va casser des bouches quoi. Là ça va être fort parce que depuis le début les deux peuvent pas se sentir. Clairement. Bon bah pas du tout. Du coup c'est Kiri, Deus Ex Machina numéro 3 pour elle, qui arrive et qui fait ce que Varang faisait à tous les autres Na'vi, c'est-à-dire connecter leur natte et imposer sa volonté à travers ce lien. Et bah du coup là, Kiri, comme elle est un peu chauffée par sa rencontre avec la déesse Ewa, elle arrive et hop, elle connecte sa manette. Elle connecte sa manette. Tu voulais dire hein, vraiment, je l'imagine vraiment. Pour moi, c'est ça. C'est tu branches. Il était en train de devenir tout rouge pour se retenir. Il attendait de voir où j'allais. Il dit s'il le dit pas, je vais le dire. S'il le dit pas, je vais le dire. S'il le dit pas, je vais le dire. Je vais le dire. Et voilà. Du coup, il l'a dit. Donc c'est bon. Il l'a dit. Il se sent mieux. Respire, mon Guillaume. Ça va bien se passer. Donc voilà. Donc effectivement, Kiri impose sa volonté à une Varang qui part un peu comme un petit chat qui vient de se prendre une petite giclée de pchit-chit et qui part un peu la queue entre les jambes, c'est le cas de le dire, en faisant elle part comme ça. Il a bien fait. Hein. Merci. Et dans un combat, on a vraiment le combat final. Là, on a Jake et Quaritch qui se battent un peu pour Spider, machin. Qui se battent à main nue en plus. À main nue, il y a un côté, c'est le combat vraiment. On a attendu ça pendant toute notre vie, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils font un combat humain en étant des Na'vi. Voilà. C'est très humain la manière dont ça aurait pu désordonné. Ça aurait pu être super stylé, tu vois.
Et non. Bah non, du coup, non. En fait, du coup, Jake essaye de redire à Quaritch, s'il te plaît, t'es un avis maintenant. C'est pas. Bah ouais, gars. T'as des maquillages, t'as de tribal, fais pas ton marine, fais pas ton humain, quoi. Tu vois, genre arrête. Et Quaritch, du coup, il sourit, il fait et il saute. Ouais. Et il meurt. Voilà, fin de Quaritch. Bref, du coup, suite à ça, tout le monde, les méchants sont plus là, donc tout le monde se connecte à Ewa dans l'eau et accueille Spider comme un nouveau Na'vi à part entière. Et Miley Cyrus commence à chanter le générique. C'est comme ça que ça se termine. Avatar de Fée de Cendre, fin. Enfin, j'ai envie de dire. Mais en vrai, pas enfin, parce que je trouve que les 3h15, moi, je les ai pas sentis passer. Les deux visionnages, très honnêtement. Ça n'empêche pas qu'il y a tout ce qu'on a dit qui ne va pas pour moi, mais je trouve que tu ne vois pas passer parce que ça reste quand même un putain de spectacle. Je suis désolé. Oui, mais visuellement, bien sûr que c'est un spectacle. Mais c'est le seul truc qui fait que ça passe. Parce qu'effectivement, tu mets des visuels beaucoup moins marqués, à 3h15, tu les sens, je pense. Ah ben oui, parce qu'encore une fois, mais c'est toi qui as raison. C'est le troisième acte du 2 étiré pour en faire un film, mais c'est mal découpé, et voilà, c'est chiant. Et encore une fois, en plus, les conclusions des personnages, globalement, sont pas bonnes, quoi. C'est pas cool, c'est pas bien. L'arc de Spider, si, c'est bien bossé, oui, je trouve. Mais l'arc de Spider, à l'arrivée... le problème, c'est que Spider, il a un arc qui est intéressant, mais c'est le seul personnage qui décide de rien. Il subit ce qui lui arrive. Bien sûr, il échappe à la mort, il décide d'aider Jake à la fin et compagnie. Je suis d'accord, mais je veux dire, globalement, il est plutôt passif. Il est plutôt passif. Il lui arrive des choses. Il se passe des choses autour de lui. Mais les autres, Kiri, t'as dit, c'est Deus Ex Machina sur Deus Ex Machina. Donc, grosso modo, elle peut faire ce qu'elle veut et ça va devenir vraisemblablement... Enfin, j'espère que ça va devenir le personnage principal du film à un moment, parce que ça semble être intéressant. C'est pareil, parce qu'en plus, on l'a pas dit, mais on nous explique qu'elle est un peu Immaculée Conception. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qu'on nous dit. Sa mère, c'est la déesse, en fait. Oui, exactement. C'est la déesse qui sont tous en train de prier. Et c'est ça, elle est connectée directement. C'est pas... Donc bon, moi, je sais pas trop où est-ce qu'il va avec son truc. J'espère que lui, il sait. En fait, moi, j'ai un peu peur de ça. Que les mecs, ils avancent un peu à tâtons. Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est que je vois pas quelle suite tu fais, en fait. Parce que, tu vois, autant le 2, ça amenait une suite. Quaritch est vivant, nanana, mais là c'est fini, tout le monde est content. Qu'est-ce que tu racontes après ? En plus là, on connaît les Américains, tu t'offres une fin ouverte là, c'est-à-dire que Quaritch, on l'a pas vu mourir techniquement, on l'a vu sauter. C'est vrai. Il y a un monde très grand où il revient. En fait, il n'y a pas vraiment de conclusion, et c'est en exagérant, mais pas forcément qu'il meurt, mais au moins qu'on ait des trucs définitifs qui se passent. Et là, c'est pas le cas. Le film, il reste un peu grosso modo à la fin du 3, on est au même point qu'à la fin du 2. Non, je suis pas d'accord. À part Spider. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, Quaritch, même si on le voit pas mourir, je trouve que le 3 fait vraiment office de film qui se conclut. Pour moi, il y a une fin. Pour moi, elle est pas ouverte. La fin du 2 est ouverte parce que tu vois Quaritch survivre. Là, effectivement, j'entends ce que tu dis. On le voit pas mourir, donc d'une certaine manière, rien nous dit qu'il est mort. Maintenant, quand bien même, je trouve que à la fin, même si je trouve que la famille Sully qu'on suit, Spider inclus, leur arc, il est conclu. Oui, mais... Pour moi, c'est pour ça que je te dis, pour moi, s'ils font Avatar 4 et Avatar 5, je suis pas certain qu'on parte dans la même direction que ces trois-là. C'est ce que j'espère pas, très honnêtement. Moi, j'espère. Le seul truc, le truc qui me fait le plus de questions, c'est qu'est-ce que devient Varang ? Moi, c'est plus ça, en fait. Mais oui, parce qu'en vrai, Quaritch, je m'en branle un peu. Mais je suis d'accord, ces personnages-là n'ont pas de conclusion. Et généralement, le cinéma récent nous a montré que quand il n'y a pas de conclusion clairement montrée, c'est qu'on ne sait pas où on va. Enfin, je veux dire, on a la jurisprudence Palpatine dans Star Wars 9 qui revient de nulle part dans le texte d'intro parce que vraiment, J.J. Abrams, le pauvre, il a fait ce qu'il pouvait. Il revient lis mieux le texte d'intro de Star Wars 9. Mais tu vois ce que je veux dire. Je t'explique. moi, c'est un peu ça mon truc, c'est que moi, je suis convaincu que les prods ont dit attends, le monde pas mourir définitivement, on sait jamais. Si à un moment on est dans une impasse, on le ressort du placard et les gens seront contents. Moi, je suis certain que ça existe, ça, quelque part. J'espère que ça sera pas ça, mais je suis un peu inquiet que ça soit ça. J'espère pas non plus, écoute, j'espère pas non plus. En tout cas, voilà, c'était Avatar de Feu et de Cendre. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou plutôt à cracher, peut-être ? Non, c'est bon, tout va bien. Ça va mieux. Ça va mieux ? Tu t'es libéré, délivré ? Allez, on est bien. Écoute, Guillaume, il reste plus qu'à vous dire à toi et aux auditeurs et auditrices à la prochaine. À la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir merci à tous, bien sûr, de nous avoir retrouvés et écoutés. À très bientôt. À très bientôt, ciao. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! Alfred.
Je vous emmerde, je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.